Bonjour et bienvenue dans ce grand thème consacré au Digital Workspace. Pour évoquer le sujet, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laetitia Vito, autrice, conférencière et spécialiste du futur du travail, notamment autrice du livre « En finir avec la productivité » édité chez Payot. Laetitia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer beaucoup de sujets, dont le futur du travail. Alors, d'après une étude récente, seuls 21% des Français considèrent que le travail occupe une place très importante dans leur vie aujourd'hui. Ils étaient 60% dans les années 90. Quels sont les facteurs qui expliquent cette évolution? Et est-ce que aussi c'est un peu l'arbre qui cache la forêt? Et quelles sont les activités qui ont pu prendre de la place dans la vie des Français, outre le travail? Je pense que ce que les chiffres révèlent, c'est un grand désalignement par rapport au travail. Donc, même s'il occupe une place qui reste très importante, on le ressent comme étant un peu en décalage avec sa vie, avec les réalités, ses besoins. Le désalignement, il est le suivant. On avait un rapport au travail hérité de l'époque industrielle qui a défini beaucoup de nos institutions, en échange de la subordination, le fait d'avoir des horaires contraints, d'avoir une certaine aliénation, d'avoir des tâches limitées, répétitives, l'organisation scientifique du travail version industrielle. Voilà. Exactement. On avait un agrégat d'avantages assez attractifs. D'abord, la sécurité de l'emploi. Cette fiche de paye qui vous donne accès au logement parce que soit vous pouvez emprunter, ça c'est vraiment une grande innovation de l'époque industrielle, de l'époque de l'automobile. C'est aussi, ça rassure des bailleurs, donc ça prouve la solvabilité, donc le logement fait partie du package indirectement. On avait la protection sociale qui s'est mise en place, les revenus différés, des retraites qui sont devenues dans les années 60-70 beaucoup plus généreuses, tout un tas d'avantages qui étaient vraiment très attractifs, des congés payés, une identité, une appartenance syndicale, la promesse finalement aussi que ça sera encore mieux pour ses enfants, tout ça, ça faisait partie de l'agrégat. Et ce qui se passe, c'est que cet agrégat se désagrège, si je puis me permettre, c'est qu'il y a des contreparties qui s'appauvrissent, qui s'affaiblissent. La retraite en fait partie, cette contrepartie s'affaiblit, la protection sociale parfois. Parfois on a des éléments de l'aliénation mais plus de sécurité de l'emploi. Parfois on a tous les éléments du package mais pas d'accès au logement parce que les prix du logement ont augmenté beaucoup plus vite que les revenus du travail. Et donc ces contreparties se sont désagrégées et donc le questionnement se tourne beaucoup plus sur la nature du travail. Pourquoi cette aliénation si on n'a plus ces contreparties? En somme, ce deal fordiste de l'époque automobile, il fonctionnait parce qu'il y avait un alignement d'intérêts. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus aussi bien, et donc on vient en questionner les éléments des contreparties, confère les débats sur la réforme des retraites, mais on vient aussi questionner le travail en lui-même. Comment on le fait, quel degré d'autonomie, de liberté, de flexibilité, son sens, son utilité, parce qu'évidemment dans le désalignement, il y a aussi un désalignement plus global de l'impression qu'en travaillant on détruit la planète, ou l'impression qu'on détruit le lien social, que finalement on ne sert plus l'intérêt général en faisant tourner la machine économique. Et on vient donc chercher des contreparties ailleurs qui peuvent être une vie associative, qui peuvent être une vie familiale à laquelle on donne plus de place, parce qu'il faut rappeler aussi que cet alignement, il fonctionnait bien parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de femmes à la maison qui s'occupaient de tout. Donc ça fonctionnait. C'est plus le cas, plus vraiment le cas. Donc on a d'autres casquettes, d'autres facettes qui doivent prendre une place et un nouvel alignement à créer. Et je pense que c'est ça que traduisent ces chiffres sur la place du travail. S'ajoute à ça probablement aussi des questions sur la définition qu'on en donne, puisque cette définition quand même très héritée d'un modèle industriel né finalement très récemment dans l'industrie automobile, il ne colle plus tellement à la réalité du travail d'aujourd'hui. Et donc justement, vous parliez de désalignement et de volonté de réalignement. On note notamment chez les plus jeunes générations depuis quelques années justement une prise de conscience. Vous parliez du sens dans le travail qui gagne de plus en plus en importance. Et même au-delà de ces jeunes générations, est-ce que ça participe également vous parliez de remise en question, d'une remise en question plus vaste du modèle productiviste qui est en cours, qui n'avait pas été remis en question peut-être notamment au cours des 30 Glorieuses? Absolument. Le modèle productiviste, il a été élargi. Alors, il est né dans l'industrie. Il fait sens dans l'industrie. On imagine, on compte, la productivité, c'est un ratio qui mesure
ce qu'on chiffré, produit, voilà, ce froidement. qu'on produit sur les unités de facteurs de production auxquelles on s'intéresse, que ce soit les heures de travail, les individus ou les machines. Et ça paraît assez limpide comme ça. Or, on l'a étendu, ce modèle productiviste, aux services dans lesquels ce qui compte, c'est la relation, dans lesquels la notion de qualité prend une importance différente, parce que si on regarde une usine, le nombre de voitures qui sort, on suppose qu'elles sont les mêmes. La qualité, en réalité, est variable, mais on suppose que ce sont les mêmes. C'est standardisé. C'est standardisé, c'est des biens, exactement. De même, les tonnes de blé, on suppose que ce sont les mêmes. On a des commodités, on est dans une notion de biens interchangeables, de production interchangeable. Dans le service, on n'est pas là-dedans. Dans la connaissance non plus, dans la création non plus. Et donc, l'essentiel des activités de travail aujourd'hui qui vont être soit la création au sens large, que ce soit écrire, rédiger, faire du code informatique, on est dans la création, soit le partage de l'information et la construction de modèles, soit les services à la personne. On est dans du relationnel, on est dans du partage de la connaissance, donc quelque chose d'horizontal, exactement, de l'affect. Et là, c'est beaucoup plus flou, et en tout cas, le décalage entre ce modèle productiviste et la réalité de la valeur, il est perçu comme étant très fort. Je donne un exemple. Une heure de cours. On considère qu'une heure de cours vaut une heure de cours. On a une logique très comptable à l'éducation nationale. Pourtant, une heure de cours peut avoir un impact et une valeur infinie, ou en tout cas très, très forte sur les individus qui la reçoivent, ou à l'inverse, être vraiment purement comptable. Sur le soin, c'est au moins aussi vrai. On sait qu'il se passe dans la relation de soins entre un soignant, que ce soit une infirmière, un médecin, toutes sortes de professions, et un patient, il se passe quelque chose qui fait partie de l'acte de soigner, en fait. Bien sûr. Et ça ne se chiffre pas en nombre de piqûres faites et en nombre de dossiers remplis, qui ne dit rien d'ailleurs de la santé des patients, et qui ne dit rien d'ailleurs de combien on meurt, combien meurent et combien vivent en bonne santé. Donc là, il y a un décalage qui est très fort, qui est marqué aussi par cette individualisation de la notion de productivité, c'est-à-dire que un tel est productif, un tel est moins productif, et une telle serait moins productive, qui fait fi de la nécessité de partager l'information et de travailler ensemble, et que du coup, attribuer le mérite productif à un individu ou à une unité de facteur de production paraît extraordinairement arbitraire, et surtout ne pas encourager justement cette intelligence collective, ce partage d'informations, ou le fait de mettre la valeur dans la relation qui se noue entre un travailleur lambda et quelqu'un qui reçoit un service. D'accord. Alors justement, vous parliez des débats tout à fait d'actualité, notamment autour des retraites. Au-delà de la question de l'âge du départ en retraite, comment dire, des fins de carrière ou des carrières courtes ou longues qui peuvent être évoquées, il y a peut-être quelque chose un sujet plus de fond, qui est celui de la valeur travail. Alors selon vous, justement, au gré de toutes les évolutions qu'on vient d'évoquer, quelle est la valeur, comment qualifie-t-on la valeur travail aujourd'hui ? Ça correspond peut-être à des réalités différentes d'un métier à l'autre, mais comment la définir aujourd'hui ? Je dirais qu'on a un débat ou un combat, il est un peu quasi idéologique, parce qu'on emploie le mot travail pour désigner des réalités très différentes, des réalités sociales et des réalités de travail très différentes, et que, en général, ceux qui parlent de valeur travail sont du côté de ceux qui ont du pouvoir, que ce soit du pouvoir politique, économique ou du pouvoir créatif. Et que là, oui, la valeur se traduit par justement le sentiment d'être, pardon pour le néologisme, empouvoiré, d'avoir un pouvoir d'action sur ce qu'on fait, et d'en voir et de jouir du résultat de ce travail. Alors que d'autres en sont davantage dépourvus, sont dans cette logique de subordination, de devoir exécuter avec des conditions parfois de pénibilité variables, et où pour eux comment dire, l'expression qu'ils opposent à la notion de valeur travail, c'est celle de contrat social ou de modèle social. Donc on a la valeur travail qui combat le modèle social dans un dialogue de sourds où finalement on ne parle pas tout à fait de la même langue, on ne parle pas tout à fait de la même chose. C'est difficile de se comprendre. Voilà, et les deux ont raison d'une certaine manière, parce que les deux ont un point de vue qui n'est pas le même, mais ce que cela questionne, c'est qu'est-ce qu'on entend par le mot, par le mot travail. C'est voilà, un débat philosophique qui débarre généralement par des questions d'étymologie, l'instrument de torture des Romains pour écarteler les esclaves, et puis de l'autre côté, d'autres mots de vocabulaire qui vont du côté de
de l'accomplissement, de l'épanouissement, de la création autour des notions d'artisanat, etc. Donc on a vraiment là aussi déjà dans l'origine étymologique finalement là aussi des combats un peu très, très forts sur qu'est-ce qu'on entend par là. D'accord. Alors, de façon, vous parliez des évolutions du travail sur les dernières années. Une des grandes tendances qui aura marqué nos dernières années, plus particulièrement l'ère du Covid, pour l'appeler comme ça, c'est la généralisation, la diffusion massive du télétravail. Le télétravail n'est bien sûr pas né avec le Covid, mais il a connu le développement spectaculaire qu'on a vu. Aujourd'hui, on est en 2023, 3 ans après la pandémie. Les entreprises, en termes de télétravail, de nouveaux modes de fonctionnement, elles bénéficient maintenant de retours d'expérience assez conséquents. Quel est le point de vue, quel constat en font les entreprises finalement de ce changement de paradigme, pour le dire comme ça? Oui. Elles ont bien pris conscience que pour recruter et retenir leurs salariés, il était devenu beaucoup plus difficile d'imposer la rigidité du modèle de d'Ilfordiste de tu viens à telle heure, tu pars à telle heure, à tel endroit, etc. Et ça, on a un avant et un après Covid indéniablement, même si la notion de présentéisme n'a pas disparu, elle peut même se répliquer en ligne. Le fait d'être réactif aux sollicitations numériques permet de vérifier votre présence d'une certaine manière, mais en tout cas, les contraintes d'espace physique se sont profondément transformées. On sait qu'aujourd'hui, il y a des chiffres frappants. Ça peut être jusqu'à 50% des candidats qui ne prendraient pas un emploi si on leur refuse catégoriquement tout télétravail. Ça fait beaucoup. Même les entreprises les plus conservatrices en la matière ont mis beaucoup d'eau dans leur vin par rapport à avant, où on mettait en avant des arguments de type contraintes techniques, de sécurité des données, etc., qui sont des arguments qu'on ne peut plus tenir. Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites, y compris si on parle de cybersécurité, de protection des données. Les entreprises qui fournissaient ces services-là ont elles-mêmes évolué pour répondre à ces nouveaux besoins finalement. Absolument, et profiter d'un marché qui s'est développé de manière exponentielle, où beaucoup plus de choses se passent sur le cloud. Il faut se rappeler qu'il y a encore 5 ou 6 ans, il y avait vraiment là aussi un débat sur est-ce qu'on peut aller dans le cloud, c'est dangereux, n'allons pas dans le cloud. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est quand même largement accepté, et en tout cas vu comme nécessaire pour pouvoir travailler, pour pouvoir collaborer. On utilise des outils plus ou moins bons, mais en tout cas, on a passé le cap. Et donc, l'idée qu'il y a un modèle hybride, alors qu'est-ce qu'on met derrière ce mot hybride, c'est variable, mais ça s'est imposé à la grande majorité des entreprises dans lesquelles les salariés travaillent derrière un ordinateur. D'accord. Et alors, on parlait à l'instant du versant technique, pour le dire comme ça, et sur un versant plus humain, on parlait de travail hybride. À travail hybride, est-ce qu'il faut également un management hybride? C'est-à-dire que vous parliez de présentéisme, on ne peut plus manager les salariés de la même façon, et le simple fait que les salariés soient à distance, il y a aussi forcément cette confiance tacite qui est nécessaire finalement dès le départ. Oui, et là, on a un vrai apprentissage qui s'est fait au cours des 3-4 dernières années. C'est qu'au début, dans la contrainte, on a surmonté les étapes techniques, mais on a finalement répliqué les modèles managériaux connus. D'accord. Donc de surveillance et de surveillance à distance, et ça se pratique hélas encore beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on surveille à distance ce que font les gens, qu'ils soient d'ailleurs salariés ou pas, même les prestataires. Il y a des formes de présentéisme à distance qui se sont maintenues et qui peuvent, hélas, avoir des conséquences encore beaucoup plus délétères que le présentéisme classique de bureau. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes chez vous, d'abord vous êtes isolé, donc vous n'avez pas les effets bénéfiques du lien social, de la collaboration, etc. Mais vous avez la même contrainte, celle d'être présent derrière un écran, et avec une aliénation physique qui peut être encore plus forte. Quand on enchaîne les réunions sur les outils de visioconférence, il y a beaucoup de cadres qui disent ne pas avoir le temps de faire la pause toilette. Alors que quand on passait d'un bureau à un autre ou d'un espace physique à un autre, on pouvait s'accorder ces espèces de liberté physique. Même cognitivement, il y avait peut-être une déconnexion et un passage acté d'un endroit à l'autre. Voilà, la notion de pause qui était quand même plus ritualisée, etc. La notion de pause en ligne, elle nécessite un apprentissage. Et donc là, on est, d'où les chiffres du burn-out aussi, sur les années 2022 et encore 2023, on est à un moment de trop-plein parce que c'est cette démultiplication des sollicitations numériques
notre cerveau ne sait pas les gérer. En fait, il n'est pas forcément fait pour. Il n'est pas fait pour. On n'est pas fait pour faire du multitasking du Exactement. tout. Donc on ne gère pas. S'ajoute à ça les contraintes ou la pression d'une période qui a été particulièrement anxiogène. Et là, on apprend, manager comme salarié, à redonner des espaces d'autonomie, de liberté, de confiance, mais aussi de temps ensemble. Parce qu'on est allé beaucoup du côté de ce qu'on appelle le travail asynchrone. Chacun travaille sur les outils collaboratifs, sur son temps, et où on se retrouve complètement isolé, et où on se rend compte qu'on a aussi besoin de temps synchrone, pas tout le temps, mais des moments d'équipe, des moments ensemble. Et ça, c'est tout un apprentissage que formel les managers... ou plus informel, comme ça existe. Un peu des deux. Quand on est en présentiel, Exactement. le moment qu'on passe avec ses collègues, ça peut aussi être la pause café, le déjeuner, le temps du repas. Voilà, mais qui doit être réinventé parce que quand on allait tous au bureau tout le temps, c'était assez naturel de prendre un café et de déjeuner puisqu'on allait déjeuner. Maintenant on ne sait pas quel collègue sera là tel jour, un tel, une telle sera peut-être en télétravail, et donc on doit le programmer, on doit le planifier. Ouais. Ce qui pouvait se faire de manière informelle et spontanée voilà, n'est plus spontané. Et en fait, on continue de penser qu'il y aura la magie du bureau, que la magie du bureau va s'opérer avec la fameuse sérendipité, le fait qu'en rencontrant par hasard quelqu'un, des idées on parle parfois de collision créative. Voilà, exactement. Et en fait, il y a une forme de déception, c'est que ça ne se passe plus tout seul, ça ne se passe d'autant moins tout seul qu'en fait, on a tout le temps le nez sur son écran, en particulier son smartphone, et que la magie du fait d'être présent physiquement avec quelqu'un d'autre n'opère pas autant que dans une époque pré-smartphone où ça pouvait se faire beaucoup plus facilement. Et donc, il y a des rituels à réinventer et où on met un peu plus de formel dedans. C'est-à-dire qu'il faut planifier des rencontres, planifier des moments où on va être pleinement présent, plein d'attention pour ses collègues et pas le nez sur son écran en faisant autre chose. Et ça nécessite un vrai apprentissage. D'accord. Et justement, vous parliez à l'instant de tout ce qui est lié au burn-out, du mal-être des salariés. Et justement, on parlait également des retours des entreprises. Quel est les retours et la vision qu'ont les salariés du point de vue de cette évolution, de ce changement de paradigme, puisque c'est vrai qu'il y avait des divers arguments parfois contradictoires qui cohabitaient, c'est-à-dire qu'on pouvait dire que le télétravail avait cet avantage de faire gagner des heures assez précieuses, par exemple dans les transports, mais on s'est rendu compte également qu'il pouvait, ça rejoint ce que vous disiez avant, brouiller la frontière entre les sphères privées et professionnelles et que la frontière a tendance à s'effacer. Exactement, et beaucoup en ont subi des conséquences désastreuses sur justement le mélange des genres, le fait d'avoir l'impression d'avoir cette charge mentale, cognitive, émotionnelle constante à laquelle s'ajoute une charge communicationnelle, le fait de devoir maintenir le lien activement, généralement à l'écrit, avec ses collègues, s'assurer qu'on n'est pas oublié, qu'on est toujours là. Le FOMO, on pourrait dire. Le FOMO, exactement, mais tout en ayant le panier de linge sale à côté. Et donc, une espèce là aussi de démultiplication qui a causé beaucoup de burn-out, où se mêle le burn-out parental en particulier, avec le mélange des genres entre les tâches domestiques, les tâches professionnelles, et le fait d'essayer de tout faire cohabiter. Les femmes ont morflé un peu plus, pour le dire clairement. Les hommes aussi, mais beaucoup ont morflé un peu plus. Donc, les taux de burn-out ont augmenté, en particulier à cause de ce mélange des genres. Pour autant, aucun salarié ne voudrait qu'on leur impose des contraintes d'espace à nouveau. Donc il y a une nostalgie des temps d'équipe, des bons moments de la vie d'équipe collective, mais pas du tout d'envie de retourner aux contraintes. Donc là aussi, on est dans un chemin ou un parcours qui va consister à remettre des choses qu'on voudrait récupérer dans sa vie, c'est-à-dire des moments d'équipe qui sont vertueux, mais pas toutes les contraintes qui pouvaient aller avec. Donc c'est retrouver le beurre et l'argent du beurre, mais pas récupérer les contraintes. Donc finalement, on est peut-être au début d'une nouvelle ère où vous disiez beaucoup des usages et des habitudes qu'on avait sont en train d'être réinventés, et sur les années à venir, on peut également... c'est des choses qui vont continuer à évoluer.
Rien que sur l'usage des smartphones, on voit qu'en 10 ans, un peu plus de 10 ans, on a appris à les utiliser autrement. À les dompter. À les dompter. Au début, on se laissait, on se laissait dominer par les sollicitations, les petits flashs lumineux sur le smartphone. Et puis, la plupart des gens avec qui je vis ou avec qui j'échange ont éteint leurs notifications. Plus ces notifications permanentes. On s'est rendu compte, là encore, l'impact que ça avait sur le cerveau, sur la concentration, exactement. Cognitivement, le sentiment d'urgence qui toujours est présent. Et l'effet physique que ça fait de voir une notification. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que même sans notification, en fait, on a cette espèce de besoin absolument irrésistible d'aller consulter quand même, parfois 100 fois par jour, 200 fois par jour, 300 fois par jour son smartphone. Il y a des études qui ont montré que c'est des chiffres incroyables, on ne s'en rend même pas compte, mais c'est constamment. Et que du coup, le fait de ne plus avoir de notification ne suffit pas et qu'il faut ajouter des temps déconnectés, qu'il faut parfois un peu ruser pour lutter contre ses propres comportements qui sont des comportements d'addiction. Ça se rapproche de quitter la cigarette, de arrêter de boire de l'alcool quand on est alcoolique, ou en tout cas dompter ces besoins vraiment irrésistibles. Et là, on ne fait pas le poids. C'est qu'on voit qu'il y a des phénomènes hormonaux, la dopamine. Voilà, la dopamine, qui font que c'est vraiment très difficile et qu'il faut pour cela aller voir des addictologues. Il y a tout un marché de l'addictologie appliquée à nos addictions numériques qui s'est beaucoup développé. Et ce n'est pas un hasard si tant de gens se sont mis à faire de la méditation, tant de gens se sont mis à faire du yoga. C'est pas qu'on est tous devenus spirituels d'un coup, c'est qu'on est tous dans une phase peut-être de sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces usages numériques. De perte de sens qu'on cherche à retrouver peut-être aussi. Et si cette perte de sens était au moins en partie aussi causée par ces usages numériques mal maîtrisés, dont les effets délétères se font sentir sur notre santé mentale et physique. D'accord. Et alors justement, on parlait des nouveaux usages, des nouvelles habitudes qui sont pris au sein des entreprises. Donc en matière d'organisation du travail, il y a beaucoup d'alternatives qui sont évoquées, qui sont répandues dans de plus en plus d'entreprises. Je pense notamment à la semaine de 4 jours. Aujourd'hui, c'est des choses qui font encore débat. Est-ce que c'est finalement, par rapport à ce qu'on disait au début, cette remise en cause d'un modèle qui est assez productiviste et assez dominant, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'imposer à une vaste échelle, à la fois du côté des salariés, puisqu'on parlait de l'équilibre entre liberté et contrainte que les salariés veulent, et également du côté des entreprises et des décisionnaires? Absolument, la semaine de 4 jours, elle est emblématique de cette remise en question, ou en tout cas de cette remise en question du désalignement qu'on vit en ce moment. Elle fait partie de ces grands mouvements qui remettent en cause une vision, pas seulement une vision productiviste, mais une vision productiviste héritée de l'époque industrielle où on pouvait tout calibrer d'heure en heure et puis avoir cette productivité un peu constante puisqu'elle était dictée par la chaîne d'assemblage, dictée par les machines finalement. Or, qu'il s'agisse de service à la personne, enfin qu'il s'agisse de soins ou qu'il s'agisse de création ou de contenu intellectuel, etc., dans beaucoup d'activités, la productivité n'obéit pas à cette logique linéaire, absolument constante. Et si on ajoute à ça le fait qu'on s'est émancipé en partie de l'espace, des contraintes de l'espace, eh bien, on a une remise en question du rapport au temps hérité, du pointage en gros, qu'il soit réel ou qu'il soit simplement formel sur un contrat de travail. Et on se dit, non, on peut travailler autrement. Oui, vous parliez de présentéisme, c'est exactement ça. C'est-à-dire que par exemple, je peux avoir un travail qui m'occupe en réalité pendant 23 heures, mais dans mon contrat, c'est marqué 35 heures. Donc, le reste du temps, je fais... du remplissage. Voilà, c'est ça. Je fais acte de présence. Voilà. Le paraître de... Voilà, exactement, le théâtre de la productivité. On est dans une espèce de théâtre de la productivité. On on remplit les heures. Alors oui, on travaille dedans, mais jamais à productivité constante. Et finalement, si on quitte les contraintes d'espace et de temps, on s'affranchit de ce théâtre de la productivité. Cela veut dire qu'on doit apprendre à travailler autrement, travailler moins, travailler mieux, finalement retrouver en fait la vraie productivité qui est celle
en faire beaucoup plus, beaucoup mieux. Être productif, c'est faire plus avec moins, donc avec moins d'heures aussi. Et c'est rigolo qu'on parle de productivité à propos de travailler plus, alors que travailler plus, par définition, c'est être moins productif, parce que si vous faites la même chose avec plus de temps, c'est que vous êtes moins bon, c'est que vous êtes moins performant. Donc là, il y a une remise en question. La semaine de 4 jours, il est évident qu'il y a beaucoup de cas où c'est possible, c'est absolument possible. Beaucoup de témoignages d'entreprises qui l'ont fait. D'ailleurs, même dans des secteurs assez variés, disent que tantôt parce que plus de repos, les fameux 3 jours de déconnexion, ça permet d'être plus performant. Tantôt parce que finalement, on a revu ses priorités et on a enlevé le superflu. On a appris à faire moins de réunions. Ça oblige à aller droit au but, faire des réunions par exemple de 20 minutes au lieu d'une heure. Voilà. Et puis de se concentrer sur ce fameux principe de Pareto, le fait qu'avec 20%, on peut faire 80% des priorités et puis éliminer beaucoup du superflu. Donc c'est les questions importantes qu'on se pose. Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'appeler là? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire telle tâche ou pas? Et je pense qu'on devrait tous se poser ces questions-là, même si les réponses ne sont pas forcément toujours les mêmes, mais on devrait tous se poser la question. Exactement. Et puis Keynes disait dans les années... au milieu du XXe siècle, un peu avant le milieu du XXe siècle, il disait qu'avec les gains de productivité qu'on avait fait grâce aux machines, on allait pouvoir travailler 15 heures par semaine. On n'y est jamais arrivé, alors qu'on a fait des gains de productivité. En fait, on a continué à travailler toujours plus. Enfin, pas toujours plus, non, on a quand même baissé le temps de travail au cours du XXe siècle. Mais là, aujourd'hui, ces questions justement de baisse du temps de travail, on les repose alors qu'on a arrêté de se les poser pendant 20 ans. Donc maintenant, on les repose différemment. Parce que ce n'est pas seulement la question du temps, c'est la question de l'espace qui est intimement mêlée à ça, et donc de la présence, justement, et du théâtre. Alors, merci beaucoup. Je vais terminer par une question qui est à la fois simple et complexe. Quelle est votre vision personnelle en matière d'avenir du travail? Finalement, à quoi ressemblera le travail demain? Alors, je pense qu'on est un monde du travail qui continue de se fragmenter, de se complexifier. C'est-à-dire que là, on vit une période de tempête, mais de tempête où tout un tas de transformations se rencontrent. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a tout un tas d'évolutions technologiques qui rendent possible des nouvelles choses. Y compris pour des métiers de la création, tout à fait, ou obsolètes certaines tâches. C'est-à-dire qu'on ne va plus écrire pareil. Pourquoi s'embêter à faire des synthèses quand l'intelligence artificielle le fait mieux que nous? En revanche, la partie créatrice ou la partie... il y a des complémentarités nouvelles qui redistribuent les tâches, qui font qu'on aura besoin de moins de monde. Absolument. Donc là, il y a évidemment tout un tas de secteurs qui vont sentir passer des grands changements de redéfinition de métiers, de tâches, de distribution du travail. Et puis, on a des grandes évolutions démographiques, c'est-à-dire qu'on vieillit, et puis on a des carrières beaucoup plus longues. Ça veut dire que tous, on va avoir besoin de prendre soin des autres. L'aidance, le care, prend une place plus importante, où l'aidance va devenir au moins aussi importante que le sujet de la parentalité. Ça veut dire qu'on ne peut pas consacrer 60 heures hebdomadaires à son travail quand on a des parents âgés dont on prend soin et des enfants. Des aînés. Voilà, oui. Exactement. Et ça va nous toucher à très grande échelle dans une société qui vieillit. Société qui vieillit, c'est pas que l'aidance, c'est aussi des carrières plus longues, des questions d'intergénérationnel ou de réinvention personnelle de carrière. Parce que en même temps que les métiers changent, les carrières s'allongent. Ce qui veut bien dire qu'on va avoir des transitions professionnelles plus importantes et des défis identitaires et cognitifs. Quand vous avez fait un métier pendant 10 ans, vous changez. Qui suis-je finalement sur 40 ans, 45 ans? Qui suis-je professionnellement? Et où on passe une notion de carrière qui était quand même très axée autour des métiers, des savoir-faire, à des carrières qui vont être beaucoup plus autour de l'identité et du relationnel. Oui, bien sûr. Qui est-ce que je connais et quelle est mon identité et comment je la fais évoluer et comment je la raconte. Mais c'est presque quelque chose d'ontologique, c'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait un métier pendant 40 ans et qui en vient à être remplacé par une machine peut se poser la question « qui suis-je et quel est mon apport ?» Et on parlait de trouver du sens dans le travail, le sens peut aussi être remis en question de ce point de vue-là, je pense. Sur la notion de métier, absolument. Ce qui prend le relais, c'est tout ce qui est à nouveau le soin et le relationnel. C'est qui est-ce que je connais, avec qui est-ce que j'ai noué des relations de confiance, et puis le relationnel, et puis l'histoire qu'on raconte. Et tout ça, finalement, est bien plus important que ce que va faire ChatGPT à votre place, en fait. C'est-à-dire que c'est qui raconte, qui présente, quelle relation de confiance j'ai nouée, et comment est-ce que je prends soin des autres. Et ça laisse suffisamment de place pour nous tous, et on aura encore du travail demain.
Fantastique, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Laetitia pour tous ces éléments de réponse. Merci Romain. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt pour un prochain grand thème. Bonne journée!